Au tribunal, mes parents ont prétendu que j'étais immature et incapable de gérer mon argent. Ils voulaient tout, mon compte, ma voiture, mon appartement. Mais quand l'huissier a lu le 3e point de sa liste, le juge a crié « Arrêtez tout. Faites entrer la sécurité ». Mes parents se sont figés. Je m'appelle Amélie Laurent et j'ai 33 ans. Jusqu'à mardi dernier, je croyais comprendre les limites de la famille, de l'amour et de la trahison. J'avais tort. L'enveloppe est arrivée un mardi matin. Le papier était rigide et officiel, sentant l'encre et la peur. Elle n'a pas été livrée par le facteur habituel. Un homme en uniforme sombre me l'a tendue à la porte de mon appartement, son expression vide, ses yeux évitant les miens comme si j'étais déjà une accusée. Quand j'ai vu les mots « au tribunal aux affaires familiales et demande de mise sous tutelle » tapés en lettres noires et austères, le sol sous mes pieds n'a pas seulement basculé, il a disparu. Ils essayaient de me faire déclarer incapable. Mes propres parents. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous raconter où en était ma vie avant cette enveloppe. Je vivais dans un petit mais lumineux 2 pièces dans un quartier calme de Lyon. Je travaillais comme archiviste principal à la Société d'Histoire de la ville, un travail modestement rémunéré mais qui nourrissait mon âme. Mes journées se passaient avec de vieilles lettres, des photographies délavées et les histoires silencieuses et poussiéreuses de personnes disparues depuis longtemps. C'était un travail paisible. J'aimais le calme. J'avais construit une vie tranquille, une vie prudente, brique par brique, après une enfance qui ressemblait à une marche sur un sol fait de coquilles d'œufs déjà fêlées. Mes parents, Robert et Diane Laurent, étaient des maîtres de l'image publique. De l'extérieur, notre portrait de famille était un chef-d'œuvre. Une belle maison de maître dans le lotissement du Val-Fleuri, 2 belles berlines allemandes dans l'allée, des galas de charité, des adhésions au club de golf. Mon père était associé dans un cabinet d'avocats respecté. Ma mère présidait des comités. Ils étaient des piliers, ou du moins c'est ce que tout le monde croyait. À l'intérieur de cette maison, l'air était différent. Il était rare, froid et mesuré. L'amour n'était pas donné. C'était une transaction. L'affection était une monnaie qu'ils distribuaient en fonction de la performance. Mon frère Adrien, de 2 ans mon cadet, était un naturel à leur jeu. Il reflétait leurs ambitions, faisait écho à leurs opinions et était récompensé par leur approbation. J'étais le prototype défectueux. Trop silencieuse, trop livresque, trop contente des choses simples. Je ne voulais pas un bureau d'angle. Je voulais un coin dans une bibliothèque. Je ne rêvais pas de réseauter lors de soirées. Je rêvais de déchiffrer l'écriture d'un journal intime centenaire. Pour eux, ce n'était pas juste différent. C'était un défaut. Le point de rupture, le vrai, s'est produit il y a 8 ans, quand j'avais 25 ans. Je venais de terminer mon master en archivistique. Lors d'un dîner de famille censé célébrer l'événement, mon père a poussé une brochure pour une école de commerce sur la table. « C'est là que tu dois être, Amélie », a-t-il dit, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Ces bêtises d'archivistique, c'est fini maintenant. Nous avons assez longtemps soutenu ce petit passe-temps. J'ai cherché du soutien du regard de ma mère. Elle examinait son vernis à ongles, un léger sourire désapprobateur aux lèvres. « Ton père sait ce qui est le mieux pour ton avenir », a-t-elle dit sans lever les yeux. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait définir ma vie. Je les ai remerciés pour le dîner, je suis allé dans mon ancienne chambre, j'ai fait une seule valise et je suis parti. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée doucement, comprenant enfin que le silence que je laissais derrière moi était le mien. Ces premières années seules ont été brutales. J'ai fait le service dans des restaurants, j'ai vécu en colocation avec 3 autres personnes et j'ai économisé chaque centime. Le poste à la Société d'Histoire a été une bouée de sauvetage à laquelle je me suis accroché, en commençant comme humble assistante. J'ai construit ma vie avec des mains délibérées et patientes. J'ai remboursé mes prêts étudiants. J'ai économisé pour une voiture d'occasion. J'ai fait des économies pendant des années pour pouvoir verser la compte de mon confortable appartement. Je n'avais pas de fonds en fiducie, pas de filet de sécurité secret. C'était juste moi, et ce fut la chose la plus difficile et la plus gratifiante que j'ai jamais faite. Nous nous parlions rarement après mon départ. Des appels téléphoniques occasionnels et guindés pour les anniversaires et les fêtes. Ils voyaient mes choix comme un caprice prolongé, une phase d'entêtement dont ils étaient sûrs que je sortirais. Quand j'ai acheté mon appartement, le seul commentaire de ma mère a été « J'espère qu'il est au moins dans un quartier sûr ».
Ils ne sont jamais venus. Ils n'avaient aucune idée de ce à quoi ressemblait ma maison, de ce dont je l'avais remplie, de ce qu'elle signifiait pour moi. Ils savaient seulement qu'elle était à moi. Et dans leur monde, cela signifiait que c'était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Alors, quand cette assignation au tribunal est arrivée, ce n'était pas un choc total. C'était l'option nucléaire que j'avais toujours redoutée mais que je n'avais jamais vraiment cru qu'ils utiliseraient, une mise sous tutelle. Ils demandaient au tribunal de déclarer que moi, une femme de 33 ans avec un emploi stable, un historique de crédit impeccable et un logement payé, je ne pouvais pas gérer mes propres affaires. Ils voulaient le contrôle de tout, mon argent, mes biens, mes décisions. La raison invoquée, un schéma d'immaturité financière et d'instabilité émotionnelle qui met la défenderesse en danger significatif. Les preuves, une liste de mes choix de vie qu'ils trouvaient futiles, ma carrière, mon isolement, mon refus de poursuivre une voie plus lucrative. Ils prétendaient que j'étais vulnérable, facilement influençable et que je gaspillais mes ressources. Mes mains tremblaient en lisant la requête. Leur avocat, un homme nommé Arthur Valois du cabinet de mon père, l'avait déposé. Je pouvais presque entendre la voix de mon père dans le jargon juridique, voir le signe de tête satisfait de ma mère. Il pensait que je serais trop dépassé pour me battre. Il pensait que je m'effondrerais. Pendant un instant, en regardant ce papier, j'ai failli le faire. Les vieux sentiments sont revenus en force. L'inadéquation, la peur de ne jamais être assez bien. Puis j'ai levé les yeux autour de mon salon tranquille. Sur la bibliothèque que j'avais construite moi-même, remplie de romans et de textes historiques. Sur le spathiphyllum florissant sur le rebord de la fenêtre que j'avais soigné depuis la graine. C'était ma vie. Je l'avais construite, et j'allais me battre jusqu'au bout pour ne pas les laisser la démolir parce qu'ils ne comprenaient pas son architecture. J'ai pris une profonde inspiration. La panique s'est durcie en quelque chose d'autre, quelque chose de clair, de tranchant et de froid. La résolution. Je n'étais pas la jeune fille effrayée qui était partie il y a 8 ans. J'étais une femme qui s'était battue pour chaque bonne chose dans sa vie. Et j'étais sur le point de leur montrer que la fille silencieuse qu'ils avaient sous-estimée avait écouté, appris et s'était préparée à cette bataille toute sa vie. J'ai pris mon téléphone. Il était temps de trouver mon propre avocat. Je n'ai pas appelé n'importe quel avocat. J'ai appelé Maître Lefebvre. Vous n'avez peut-être pas entendu parler d'elle, mais dans certains cercles, elle est légendaire. Elle est spécialisée dans les cas où le pouvoir tente d'écraser l'autonomie, abus financiers, tutelle prédatrice, coercition familiale. J'avais trouvé son nom enfoui dans un article que j'avais lu des années auparavant. Une histoire sur une jeune artiste dont les parents avaient tenté de prendre le contrôle de son héritage. Maître Lefebvre avait démantelé leur dossier avec une précision chirurgicale. J'avais gardé l'article, un vague instinct me disant que j'en aurais peut-être besoin un jour. Je suppose que cet instinct avait raison. Son bureau était en centre-ville dans un immeuble moderne, tout en verre et en acier, à des années-lumière des couloirs boisés et sentant le cigare du cabinet de mon père. La réceptionniste m'a conduite à un bureau d'angle avec une vue imprenable sur le Rhône. Maître Lefebvre s'est levé pour m'accueillir. Elle avait la cinquantaine, des yeux gris perçants et un carré de cheveux sombres sans fioriture. Elle portait une simple robe noire, sans bijoux à l'exception d'une montre élégante. Elle n'a pas souri, mais sa poignée de main était ferme, son regard évaluateur. « Amélie Laurent » a-t-elle dit, me faisant signe de m'asseoir. J'ai examiné la requête. Vos parents ne plaisantent pas. C'est une démarche sérieuse et agressive. Je sais, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Il ne joue pas. Il gagne. Elle a hoché la tête, une lueur d'approbation dans les yeux. Bien. Vous comprenez le champ de bataille. Maintenant, racontez-moi tout. Pas seulement sur la requête, sur eux, sur vous, sur chaque interaction, chaque commentaire, chaque prêt, chaque cadeau avec des conditions depuis votre naissance. N'omettez rien. Et donc, j'ai parlé pendant 2 heures. J'ai déversé mon histoire, les éloges conditionnels, les compétitions orchestrées avec Adrien, la façon dont ils empruntaient de l'argent de mon compte d'épargne d'enfant pour des urgences domestiques qui étaient en réalité des achats de luxe. Je lui ai parlé du dîner où ils ont exigé que je change de carrière, du traitement silencieux quand j'ai refusé, des 8 années de paix distante et désapprobatrice. Je lui ai parlé de mon travail, de mon appartement, de ma voiture, de ma vie tranquille et ordonnée. Maître Lefebvre écoutait, prenant de rares notes,
sa concentration absolue. Quand j'ai fini, elle s'est adossée à son fauteuil. Ils ont présenté cela comme de l'inquiétude. La fille émotionnellement fragile avec le travail peu pratique à qui on ne peut pas faire confiance avec l'argent. C'est une tactique classique. Pour la contrer, nous devons faire deux choses. Premièrement, nous prouvons que vous êtes le contraire de l'incapable. Nous obtiendrons des témoignages de votre employeur, de vos collègues, de votre directeur de banque. Nous montrerons une décennie de responsabilité financière impeccable. Deuxièmement, et c'est crucial, nous prouvons que leur mobile n'est pas l'inquiétude, c'est le contrôle, voire la cupidité. Ont-ils des problèmes financiers? J'ai cligné des yeux. Je ne sais pas. Ils ont toujours vécu luxueusement. La maison, les voitures, les voyages. Les styles de vie luxueux peuvent être des façades, à 10 mètres Lefebvre d'un ton neutre. Fouiller dans leurs finances sera notre première étape. S'ils sont sous pression, cette mise sous tutelle pourrait être une bouée de sauvetage pour eux. Vos actifs, une fois liquidés, résoudraient beaucoup de problèmes. L'idée m'a rendu malade. Mais nous avons besoin de plus que des soupçons. Nous avons besoin d'un schéma. Ont-ils déjà essayé d'accéder à vos comptes? Demandé de l'argent depuis que vous êtes devenue indépendante? J'ai réfléchi longuement. Non, pas directement. Mais il y a environ 6 mois, mon père a appelé, ce qui était inhabituel. Il a demandé très nonchalamment si j'avais un conseiller financier, si j'étais correctement diversifié. Il a dit qu'il pouvait recommander quelqu'un de son cabinet pour jeter un œil à mon portefeuille. Je lui ai dit que je m'en occupais. Il a semblé agacé. Il a dit, tu penses toujours que tu t'en occupes, Amélie. C'est tout. Les yeux de maître Lefebvre ont brillé. C'est un début, une sonde. Ils évaluaient votre vulnérabilité. Elle a joint le bout de ses doigts. L'audience est dans 3 semaines. Nous déposerons une objection énergique immédiatement, mais nous devons aussi être prêts à ce qu'ils aient des tours dans leur sac. Ils pourraient avoir des témoins. Un médecin qu'ils ont payé pour une évaluation douteuse. Un ami de la famille inquiet. Soyez prête pour ça. Mais, Amélie, vous devez être prête à autre chose. À quoi? La guerre psychologique dans cette salle d'audience. Ils ne seront pas vos parents. Ils seront les demandeurs. Ils vous regarderont avec une inquiétude étudiée. Ils parleront de vous comme si vous étiez une enfant qui ne sait pas nouer ses lacets. Votre mère pourrait pleurer. Votre père utilisera cette voix calme et raisonnable qui fait paraître hystérique quiconque n'est pas d'accord. Vous ne devez pas réagir. Vous ne devez pas pleurer. Vous ne devez pas vous mettre en colère. Vous vous asseyez, vous écoutez, vous avez l'air compétente et calme. Votre réaction fait partie des preuves. Pouvez-vous faire ça? J'ai pensé à leur visage, à la déception gravée en permanence autour de la bouche de ma mère. À la mâchoire impatiente de mon père. J'ai pensé à la petite fille qui se cachait dans le placard pour pleurer afin qu'il ne la voie pas. Cette fille était partie. Oui, ai-je dit. Je peux le faire. Bien. Maître Lefebvre s'est levé, signalant la fin de notre réunion. Mon enquêteur commencera immédiatement. Vous, continuez votre vie. Soyez normal. Ne les contactez pas. S'ils vous contactent, vous les dirigez vers moi. C'est une guerre maintenant, Amélie. Et la première règle de la guerre est de ne jamais laisser l'ennemi voir que vous transpirez. J'ai quitté son bureau à la fois terrifié et électrisé. Pour la première fois, j'avais un général. Je ne me battais pas seul. Je suis allé directement à la société d'histoire, me perdant dans l'odeur familière et réconfortante du vieux papier. Ma patronne, Madame Dubois, une femme septuagénaire avec l'esprit d'une bibliothécaire guerrière, a jeté un coup d'œil à mon visage et a fermé la porte de son bureau. Allez, ma petite, racontez-moi tout. Quand je lui ai raconté, ses yeux ont flamboyé d'indignation. Le culot absolu, a-t-elle sifflé. Vous êtes la personne la plus capable et la plus sensée que je connaisse. Votre travail est méticuleux. Vos finances personnelles ne me regardent pas, mais vous n'avez jamais été en retard pour votre part du fonds café en 10 ans. Ils veulent se battre. Nous allons leur en donner une. Vous avez mon soutien total. Témoignages, références de moralité, tout ce dont vous avez besoin. Ce soutien était mon encre. Au cours des jours suivants, alors que l'équipe de Maître Lefebvre travaillait dans l'ombre,
je me suis concentré sur le tangible. J'ai rassemblé des années de relevés bancaires, de déclarations d'impôts, de documents hypothécaires, de dossiers d'emploi. J'ai créé une chronologie de ma vie d'adulte, un grand livre de l'indépendance. Chaque facture payée, chaque réussite professionnelle, chaque joie tranquille dans mon appartement était une brique de ma forteresse. Puis, une semaine avant l'audience, Maître Lefebvre a appelé. Sa voix était tendue d'une excitation contenue. « Amélie, nous avons trouvé quelque chose. Notre enquêteur a examiné les registres de propriété de vos parents. La belle maison de Maître Duval fleurit. Elle a été refinancée 3 fois au cours des 5 dernières années. Il y a 2 hypothèques légales dessus pour des factures d'artisans impayées. Leur portefeuille d'investissement est un désastre de placement à haut risque qui ont échoué. Et, elle a fait une pause pour les faits, il y a un procès en cours pour faute professionnelle contre le cabinet de votre père. Un gros. Son statut d'associé est en jeu. Les pièces se sont emboîtées avec une finalité glaçante. Il ne s'agissait pas seulement de contrôle. Il s'agissait de survie. Leur survie. Mon appartement, mes économies, ma voiture. C'était un radeau de sauvetage. Ils n'essayaient pas de me sauver de moi-même. Ils essayaient de se sauver eux-mêmes en me noyant. Cela change tout, a dit Maître Lefebvre. Mais nous devons être prudents. Nous ne pouvons pas révéler que nous le savons pour l'instant. C'est notre carte maîtresse. Laissons-les présenter leur cas de la pauvre fille instable. Laissons-les s'enfermer dans leur histoire. Ensuite, nous la démantèlerons et nous révélerons la vérité sur leur situation désespérée. Le juge ne verra pas d'un bon œil des demandeurs qui agissent manifestement de mauvaise foi. La nuit avant l'audience, je n'ai pas dormi. Je suis resté dans mon salon, passant mes doigts sur les dos de mes livres, regardant les gravures que j'avais achetées sur des marchés d'art, sentant la solidité de mes propres murs autour de moi. Ce n'était pas seulement une procédure judiciaire. C'était un règlement de compte pour la fille que j'étais, pour la femme que j'étais devenue, et pour les parents qui ne m'avaient jamais vu comme autre chose qu'un reflet de leurs propres échecs ou un instrument pour leurs besoins. J'ai mis une simple robe bleu marine bien coupée. Pas de fioritures, pas de tapas accent grave-l'œil, juste un professionnalisme discret et indéniable. Je ressemblais à ce que j'étais, une adulte capable, sobre et responsable. Alors que je retrouvais Maître Lefebvre dans le hall du palais de justice, elle m'a jeté un coup d'œil et a hoché la tête une seule fois, satisfaite. « Souvenez-vous » a-t-elle murmuré. « Ils sont la performance. Vous êtes la vérité. » Les lourdes portes de la salle d'audience se dressaient devant nous. La salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais, et plus silencieuse. L'air était vicié, sentant le produit à polir au citron et l'anxiété ancienne. Le siège où le juge s'assiérait était une imposante plaque de bois sombre. À gauche, à la table des demandeurs, ils étaient déjà là. Mon père, Robert, dans son plus beau costume, celui qu'il portait pour les plaidoiries finales, l'air tout à fait du patriarche respectable. Ma mère, Diane, dans un tailleur crème, sa posture parfaite, ses mains soigneusement jointes sur la table. On aurait dit qu'elle assistait à un déjeuner de charité, pas à une audience pour priver sa fille de ses droits. Arthur Valois était assis entre eux, un homme à l'expression suffisante et assurée, déjà en train de revoir ses notes. Il n'a pas levé les yeux quand nous sommes entrés. Maître Lefebvre m'a guidé vers la table de la défense, à droite. La division physique semblait profonde. Nous étions dans la même pièce, mais nous occupions des univers différents. J'ai posé mes mains à plat sur la table fraîche, leur ordonnant de ne pas trembler. J'ai suivi le conseil de Maître Lefebvre. Je ne les ai pas regardés. J'ai regardé droit devant moi, le siège vide du juge, le sceau de la République sur le mur. Je suis devenu une étudiante des détails de la pièce, la marque d'usure sur le sol, la façon dont la lumière tombait à travers les hautes et étroites fenêtres. L'huissier a appelé à l'ordre, et le juge Hervé Rousseau est entré. C'était un homme plus âgé avec un visage sévère et las, et des yeux intelligents qui balayaient rapidement la pièce. Il s'est installé dans son fauteuil, et l'audience a commencé. Arthur Valois s'est levé le premier. Sa voix était douce, un marteau de velours. Merci, monsieur le juge. C'est un jour difficile et douloureux pour mes clients, Robert et Diane Laurent. Ils sont ici par amour et inquiétude profond pour leur fille unique, Amélie. Il a peint un tableau avec ces mots, le tableau d'une enfant fragile et rêveuse qui n'a jamais grandi. Il a parlé de ma nature renfermée, de mon choix de poursuivre une carrière sans issue malgré un potentiel évident,
de mon isolement de la famille et des conseils judicieux. Il a fait de mon appartement tranquille une grotte d'ermite, de ma gestion financière prudente une thésaurisation, de mon indépendance une pathologie. Nous craignons, a dit Valois, son ton dégoulinant de réticence forcée, qu'Amélie soit incapable de reconnaître ses propres limites. Elle est vulnérable à l'exploitation et prend des décisions qui mèneront inévitablement à la ruine financière et à une crise personnelle. Mes clients cherchent seulement à la protéger, à la guider, à assurer sa sécurité et sa stabilité future par une tutelle limitée. Puis il a appelé ma mère à la barre. La regarder marcher vers la barre des témoins, ses talons claquant doucement, c'était comme assister à une masterclass de performance. Elle a prêté serment et Valois a commencé avec de douces questions suggestives. Diane, pouvez-vous décrire le comportement de votre fille en grandissant? La voix de ma mère était douce, mêlée d'un tremblement juste assez crédible. Amélie a toujours été sensible, une fille adorable, mais dans son propre monde. Pendant que les autres enfants faisaient du sport ou rejoignaient des clubs, elle était seule dans sa chambre avec ses livres. Nous avons essayé de l'encourager à sortir de sa coquille, mais elle résistait. Elle a tamponné le coin de son œil avec un mouchoir. Nous avons été si inquiets, surtout ces dernières années. Elle nous a exclus. Elle refuse notre aide. Quand nous entendons parler de sa vie, ce minuscule appartement, ce travail sans avenir, nos cœurs se brisent. Nous voulons juste l'aider avant qu'il ne soit trop tard. La plume de Maître Lefebvre a gratté une note sur son bloc. Elle n'a pas objecté. Elle les laissait construire leur scène. Valois a guidé ma mère à travers une série d'anecdotes, chacune soigneusement choisie pour montrer mon manque de sens pratique. La fois où j'ai dépensé mon argent d'anniversaire pour une collection de romans historiques au lieu d'une obligation d'épargne. La fois où je voulais étudier l'histoire de l'art au lieu de faire du droit. La fois où j'ai choisi une randonnée avec des amis plutôt qu'un événement de réseautage familial. Chaque histoire était un point dans leur tapisserie de mon incompétence. La performance de ma mère était impeccable. La mère inquiète accablée par un enfant difficile. C'était un rôle qu'elle répétait depuis 33 ans. Puis ce fut le tour de Maître Lefebvre pour le contre-interrogatoire. Elle se leva lentement, ses mouvements calmes et délibérés. Madame Laurent, vous dites que votre fille est financièrement immature. Quand avez-vous examiné ses dossiers financiers pour la dernière fois? Ma mère cligna des yeux. Eh bien, Nous ne l'avons pas fait. Elle ne veut pas les partager. C'est une partie du problème. Donc, votre inquiétude n'est pas basée sur des preuves de dette ou de mauvaise gestion, mais sur son choix de carrière et sa décision de vivre de manière indépendante? Elle est basée sur un schéma de mauvais jugement, dit ma mère, sa voix se tendant légèrement. Un schéma qui inclut l'obtention de son diplôme avec mention, l'obtention d'un master, le maintien d'un emploi continu pendant une décennie, et l'achat d'une maison sans aucune aide financière de votre part ou de celle de votre mari. Est-ce exact? Les lèvres de ma mère se pressèrent en une ligne mince. N'importe qui peut obtenir un prêt immobilier. Cela ne signifie pas qu'elle peut gérer la responsabilité. Mais elle l'a gérée, Madame Laurent, pendant 5 ans sans un seul paiement en retard. Maître Lefebvre laissa cela flotter dans l'air avant de continuer. Vous avez mentionné son isolement. A-t-elle des amis, un système de soutien en dehors de la famille? Elle a des connaissances du travail, mais pas de vraies relations. Personne qui veille vraiment sur elle. Monsieur le juge, dit Maître Lefebvre, se tournant légèrement vers lui. Nous présenterons le témoignage de plusieurs de ses connaissances, y compris son employeur depuis 10 ans, qui attesteront du caractère solide de Mademoiselle Laurent et de ses liens profonds au sein de sa communauté. Elle se retourna vers ma mère. Madame Laurent, si votre fille se mariait demain, croiriez-vous toujours qu'elle a besoin d'un tuteur? La question sembla la surprendre. Ce serait différent. Un mari fournirait des conseils. Donc, son problème, à votre avis, est de ne pas avoir un homme pour gérer ses affaires? Objection, tonna Valois. Accordé, dit le juge Rousseau, mais il observait ma mère de près. Maître Lefebvre ne manqua pas un battement. Retiré. Madame Laurent, aimez-vous votre fille? Le masque de ma mère glissa pendant une microseconde, révélant une pure irritation face à la question. Bien sûr que je l'aime. C'est pour ça que nous sommes ici. Merci. Pas d'autres questions. Mon père suivit. L'interrogatoire de Valois fut plus technique, jouant sur l'identité de mon père en tant qu'avocat et homme rationnel.
Il parla d'évaluation des risques et de responsabilité fiduciaire. Il qualifia ma vie de série de choix sentimentaux incontrôlés et affirma que mon aversion pour leurs conseils était un symptôme d'obstination financière. Il était plus froid, plus clinique que ma mère, mais le message était le même, Amélie est une enfant dans un corps d'adulte, et nous, les adultes capables, devons prendre le contrôle. Quand maître Lefebvre se leva pour le contre-interroger, la température dans la pièce sembla chuter. « Monsieur Laurent, vous êtes associé chez Valois et Associés. Est-ce exact ? » « C'est exact. Un cabinet spécialisé en droit des sociétés et en droit immobilier. » « Oui. » « Donc, vous êtes intimement familier avec des concepts comme les hypothèques, le refinancement et la gestion d'actifs. » Les yeux de mon père se plissèrent légèrement. « Je le suis. Votre maison au Val-Fleuri est très belle. Combien de fois avez-vous refinancé cette propriété au cours des 5 dernières années ? » Arthur Valois était sur ses pieds. Objection. Pertinence. Le juge Rousseau regarda maître Lefebvre. Maître ? Cela va directement à la crédibilité et aux motivations du demandeur, monsieur le juge. Leur propre stabilité financière est très pertinente pour leur affirmation qu'ils sont des parties désintéressées agissant uniquement par inquiétude. Le juge réfléchit un instant. Je l'autorise, mais avancez avec prudence, maître Lefebvre. La mâchoire de mon père était serrée. Je devrais vérifier le nombre exact. 3 fois serait-il exact, insista maître Lefebvre. Une légère rougeur monta au cou de mon père. C'est possible. Le marché a été volatile. Et les 2 hypothèques légales d'artisans actuellement inscrites contre la propriété sont-elles également dues à la volatilité du marché ? Le silence était absolu. Ma mère était devenue très immobile. Valois avait l'air furieux. Mon père fixa maître Lefebvre, et pour la première fois, je vis une fissure dans son armure. Ce n'était pas exactement de la peur. C'était la rage d'un homme dont la main venait d'être révélée. Je gère mes affaires personnelles avec compétence, dit-il, sa voix basse et dangereuse. Contrairement à votre fille, que vous prétendez ne pas pouvoir gérer les siennes. Le ton de maître Lefebvre était faussement doux. Pas d'autres questions, monsieur le juge. Elle s'assit. Le dommage n'était pas catastrophique pour eux, mais une graine de doute avait été plantée. L'expression du juge était impénétrable, mais il prit une note sur son bloc. La matinée s'écoula. Valois appela une amie de la famille, une femme qui répéta leurs inquiétudes, et un psychiatre qu'ils avaient engagé qui donna un témoignage vague sur les problèmes d'attachement et le potentiel de naïveté financière basé uniquement sur des entretiens avec mes parents. Maître Lefebvre démolit sa crédibilité en lui faisant admettre qu'il ne m'avait jamais rencontré ni évalué. Puis ce fut notre tour. Maître Lefebvre appela Madame Dubois. Ma patronne était une force de la nature. Elle parla non seulement de ma compétence professionnelle, mais aussi de mon intégrité, de ma fiabilité, de mon leadership discret parmi les bénévoles. Elle me qualifia de colonne vertébrale de notre département d'archives et dit qu'elle me confiait des documents historiques d'une valeur inestimable. Si Amélie Laurent est incompétente, dit-elle, fixant le juge d'un regard d'acier, alors tout le monde dans cette pièce l'est aussi. Elle appela mon directeur de banque qui présenta un résumé de mes comptes montrant une épargne constante, un excellent crédit et aucune dette en dehors de mon prêt immobilier. Elle appela 2 amis de mon club de lecture, des femmes ordinaires qui parlèrent avec une chaleur sincère de notre amitié, des dîners dans mon appartement, de ma gentillesse et de ma stabilité. Avec chaque témoin, le portrait qu'elle peignait d'une femme capable, enracinée et responsable devenait plus fort et plus vif. Il contrastait de manière flagrante avec la figure fantomatique et impuissante que mes parents avaient tenté de conjurer. Finalement, alors que la lumière de l'après-midi commençait à s'incliner à travers les fenêtres, maître Lefebvre dit, « Monsieur le juge, la défense appelle Amélie Laurent. » Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. C'était le moment. Je marchais vers la barre des témoins, mais pas assuré. J'ai juré de dire la vérité. Je n'ai pas regardé mes parents, mais maître Lefebvre, mon ancre. Ses questions étaient simples, directes. Elle m'a fait parcourir mon éducation, ma carrière, l'achat de mon appartement. Elle m'a fait expliquer mon travail, ce qu'il signifiait pour moi. Je parlais clairement, ma voix gagnant en force en parlant de la préservation des histoires, de l'honneur du passé. Ce n'était pas un travail sans issue. C'était une vocation. J'ai décrit ma vie, mes routines, mes amitiés,
ma planification financière. C'était ennuyeux. C'était normal. C'était totalement, indéniablement sain d'esprit. Puis maître Lefebvre s'approcha du siège du juge. Monsieur le juge, à ce stade, la défense souhaite soumettre une liste complète des actifs et des biens de la défenderesse, tels que catalogués pour cette procédure, pour être versés au dossier. Le juge hocha la tête. Très bien. Maître Lefebvre tendit un épais document relié à l'huissier, un homme d'une cinquantaine d'années à l'air sérieux. Il le prit et s'avança. Je vais lire la liste pour le dossier, dit l'huissier, sa voix un baryton sec et officiel. Il ouvrit le dossier. Il commença à lire. Article 1, résidence principale, appartement 4B au 321 rue des Tilleuls, propriété pleine et entière. Valeur marchande approximative, 400 000 €. Les yeux de mon père vacillèrent. Il ne savait pas qu'il était payé. Article 2, portefeuille d'investissement de retraite, diversifié. Valeur actuelle approximative, 220 000 €. La main de ma mère se porta à sa gorge. L'huissier continua, sa voix calme et méthodique. Article 3, collection de livres rares en première édition sur l'histoire et de journaux personnels. Acquise sur 10 ans, dernière expertise professionnelle évaluée à environ 1 500 000 €. Le hoquet dans la salle d'audience ne fut pas fort. C'était une inspiration collective et brutale. La tête de mon père se tourna brusquement vers moi, ses yeux écarquillés de pur choc non dissimulé. Le juge, qui était penché en arrière, se redressa soudainement, ses yeux fixés sur l'huissier. Le sourire suffisant d'Arthur Valois disparut, remplacé par une expression d'horreur naissante. L'huissier, ignorant le tremblement de terre qu'il venait de déclencher, se prépara à lire l'article suivant. Pendant un instant, il n'y eut aucun son. Les mots de l'huissier semblaient suspendus dans l'air, visibles, solides. 1 500 000 €. Puis la salle explosa. Monsieur le juge, cria Arthur Valois, bondissant sur ses pieds, sa chaise grinçant en arrière. C'est une fabrication ridicule. Une mise en scène. Mon père me fixait, son visage un masque de trahison stupéfaite. Qu'est-ce que c'est que ça, exigea-t-il, sa voix tranchant dans le chaos. Il ne posait pas la question au juge. Il me la posait à moi. Le masque du patriarche inquiet avait disparu, arraché par un pur choc cupide. Quelle collection? Quels journaux? Ma mère avait l'air déconcertée, sa performance complètement déraillée. Amélie. De quoi parle-t-il? Le juge Rousseau abattit son marteau. Ordre. Silence dans ma salle d'audience. Le craquement sec rétablit un calme tendu. Les yeux du juge, vifs et scrutateurs, passèrent du dossier de l'huissier à maître Lefebvre, à moi, et enfin à mes parents bredouillants et à leur avocat. Il avait l'air intensément curieux. Huissier, continuez, mais lentement. L'huissier, l'air légèrement mal à l'aise sous les feux soudains de la rampe, s'éclaircit la gorge. Article 4. Une Ford Mustang de 1965, entièrement restaurée, gardée en garage, valeur assurée, 180 000 €. Une autre vague de choc frappa visiblement mes parents. La main de mon père agrippa le bord de leur table, ses jointures blanches. Cette voiture était ma joie secrète, un projet sur lequel j'avais travaillé avec un mécanicien à la retraite pendant des années, payé en espèces grâce à des économies prudentes. Elle vivait dans un garage loué de l'autre côté de la ville. Il pensait que je conduisais une berline raisonnable. C'était le cas. La Mustang, c'était pour le dimanche. Article 5, continua l'huissier, la liste ressemblant maintenant à une série de détonations. Artefacts historiques et cartes anciennes assorties, acquis auprès de marchands agréés et de ventes de succession. Valeur assurée approximative, 300 000 €. Article 6, portefeuille d'obligations municipales et d'entreprises. Valeur approximative, 400 000 €. Article 7, compte d'épargne courant. Solde total approximatif, 150 000 €. Il termina et referma le dossier. Le total final flottait dans la salle silencieuse. Ma petite vie, mes choix peu pratiques, totalisaient une valeur nette bien supérieure à 2,5 millions d'euros. Entièrement gagnée par moi-même, entièrement acquise tranquillement, patiemment, alors qu'il croyait que je joignais à peine les deux bouts. Le juge Rousseau se pencha en avant, les coudes sur son bureau. Maître Lefebvre, dit-il, sa voix faussement calme.
Voudriez-vous nous expliquer? Maître Lefebvre se leva, l'image même du sang-froid. Certainement, monsieur le juge. Ce que vous venez d'entendre est un inventaire vérifié des actifs de ma cliente, préparé par un expert et un auditeur agréé par le tribunal. Chaque article est documenté, assuré et légalement détenu par Amélie Laurent. La collection de textes rares et de journaux est le résultat de 10 ans de sélection experte. Mademoiselle Laurent a un œil reconnu dans certains cercles universitaires pour les documents de sources primaires importants. Sa collection personnelle comprend des lettres et des journaux qui ont jeté un nouvel éclairage sur l'histoire industrielle locale. Elle a discrètement prêté des pièces aux archives universitaires pour étude. Ce n'est pas un passe-temps. C'est une recherche érudite avec une valeur financière et historique significative. Elle se tourna légèrement, jetant un regard à mes parents. Cet inventaire prouve plusieurs choses sans l'ombre d'un doute. Premièrement, qu'Amélie Laurent n'est pas seulement financièrement compétente, mais exceptionnellement avisée et disciplinée. Deuxièmement, que l'affirmation des demandeurs concernant son immaturité financière n'est pas seulement incorrecte, c'est une déformation grotesque. Et troisièmement, elle fit une pause, laissant l'implication s'installer, cela soulève l'inévitable question du mobile. Pourquoi deux individus confrontés à des pressions financières substantielles chercheraient-ils à contrôler les affaires d'une fille qui a manifestement géré ses affaires avec un succès spectaculaire? Arthur Valois était de nouveau sur ses pieds. Monsieur le juge, c'est un tour, une embuscade de dernière minute. Nous n'avions aucune connaissance de ces soi-disant actifs. S'ils existent, ce dont je doute, leur provenance devrait être. Leur provenance est impeccable, maître, l'interrompit froidement maître Lefebvre. Et votre manque de connaissance est tout le point. Vous avez déposé cette requête sur la base de l'ignorance et de la présomption. Vous avez supposé que parce que vos clients ont choisi d'être délibérément aveugles à la vie de leur fille, il n'y avait rien à voir. Vous aviez tort. Le juge leva la main. Maître Valois, asseyez-vous. Maître Lefebvre, votre cliente peut se retirer pour un moment. Il me regarda. Mademoiselle Laurent, est-ce votre signature sur les documents d'authentification de cet inventaire? Il tendit un papier que l'huissier lui avait remis. Je l'ai regardé. C'était bien la mienne. Oui, monsieur le juge. Et vous affirmez sous peine de parjure que cette liste est exacte et complète au meilleur de votre connaissance? Je l'affirme, monsieur le juge. Il hocha lentement la tête, puis tourna son regard vers mes parents. Leur assurance d'antan était brisée. Mon père avait l'air furieux, ma mère pâle et confuse. La performance était terminée. La vérité brute était exposée. Monsieur et madame Laurent, dit le juge, sont en grave. Votre requête est basée sur l'affirmation que votre fille est incapable de gérer des actifs de valeur substantielle. Le tribunal vient d'être présenté avec des preuves convaincantes qu'elle a non seulement géré de tels actifs, mais les a acquis de manière indépendante. De plus, il semble qu'elle l'ait fait alors que vous étiez entièrement inconscient de leur existence. Cela sape gravement votre crédibilité en tant que demandeur. Mon père retrouva sa voix, l'avocat en lui luttant contre le choc. Monsieur le juge, si ces actifs sont réels, cela ne fait qu'accroître notre inquiétude. Ce genre de valeur entre les mains de quelqu'un sans expérience de la gestion de patrimoine, c'est une cible pour la fraude, pour la manipulation. Elle a été secrète, cachant cela à sa propre famille. C'est en soi un signe d'instabilité. Ou un signe d'autoprotection, monsieur Laurent, dit sèchement le juge. Il regarda maître Lefebvre. Vous avez mentionné des pressions financières sur les demandeurs. Développé. C'était la carte maîtresse. Maître Lefebvre ne sourit pas. Elle ouvrit simplement un nouveau dossier. Monsieur le juge, nous avons ici des documents, déposés publiquement, montrant que la résidence principale des Laurent est lourdement hypothéquée avec plusieurs privilèges. Nous avons des registres de plusieurs investissements à haut risque qui ont considérablement échoué au cours des 18 derniers mois. Plus particulièrement, nous avons un avis d'un procès majeur pour faute professionnelle intenté contre Valois et associés, qui met en péril direct le statut d'associé et les biens personnels de monsieur Laurent. Elle tendit des copies à l'huissier, qui les livra au juge et à un Arthur Valois maintenant cendré. Ce procès, continua maître Lefebvre, demande des dommages et intérêts de plus de 5 millions d'euros. Une mise sous tutelle d'une fille avec des actifs liquidables soudainement révélés d'une valeur de plus de 2,5 millions serait un timing remarquablement pratique. L'accusation ne fut pas criée. Elle fut énoncée comme une simple conclusion logique. Les pièces du puzzle,
autrefois dispersés, formaient maintenant une image d'une clarté dévastatrice. Ma mère eut un petit hoquet. Ce n'est pas pour ça. Nous l'aimons. Mais le mensonge mourut dans l'air épais de la salle d'audience. Le visage du juge était dur. Il regarda de leur dossier financier à mon inventaire, de leurs expressions paniquées à la mienne, calme. Arthur Valois tenta un dernier geste désespéré. Monsieur le juge, je demande que ce soi-disant inventaire soit rejeté comme préjudiciable et non pertinent. La situation financière de mes clients n'a aucune incidence sur leurs craintes légitimes pour leur fille. Elle a toute son incidence, maître, dit le juge Rousseau, sa voix basse et finale. Elle parle directement du parti pris et de la mauvaise foi potentielle. La demande de mise sous tutelle est basée sur une prémisse qui a été réfutée de manière concluante. Mademoiselle Laurent n'est pas incapable. Elle est extraordinairement capable. L'inquiétude déclarée des demandeurs est contredite par leur ignorance manifeste de sa vie et leurs propres incitations financières pressantes. Il prit une profonde inspiration. J'en ai assez vu. La demande de mise sous tutelle est. Il ne finit jamais sa phrase. Mon père, dans un geste né d'une pure rage téméraire, se leva et pointa un doigt tremblant vers moi. Espèce de petite garce manipulatrice, rugit-il, sa voix résonnant contre les murs. Tu nous as caché tout ça. Après tout ce que nous t'avons donné, tu nous le dois. C'était la vérité sans filtre. Le cœur de leur droit, mis à nu dans une salle d'audience. Ma mère haleta. Robert. Mais il était trop tard. Les yeux du juge devinrent froids. Huissier, dit-il, sa voix soudainement tranchante comme un rasoir. Cessez immédiatement. Faites entrer la sécurité maintenant. L'ordre du juge trancha l'explosion de mon père comme une lame. Faites entrer la sécurité maintenant. Pendant une seconde, mon père resta figé, son visage virant au violet sous un mélange de rage et d'horreur naissante face à ce qu'il venait de faire. Le vernis professionnel n'avait pas seulement craqué. Il avait explosé. La vérité brute et laide était maintenant consignée au procès-verbal. Ma mère avait les deux mains pressées sur sa bouche, les yeux écarquillés de terreur. La lourde porte de la salle d'audience s'ouvrit et deux agents de sécurité en uniforme entrèrent, leurs expressions alertes et sérieuses. Ils se placèrent entre notre table et celle de mes parents, une incarnation physique du gouffre qui venait d'être béant. L'huissier s'était déjà rapproché du siège du juge, dans une posture protectrice. Le comportement du juge Rousseau était passé d'arbitre las à quelque chose de redoutable. Il regarda mon père non pas comme un demandeur, mais comme un perturbateur de sa salle d'audience. Monsieur Laurent, dit-il, sa voix dangereusement calme. Vous allez vous asseoir. Vous allez vous taire. Une autre explosion comme celle-là et je vous ferai expulser et vous tiendrez pour outrage à la cour. Comprenez-vous? La poitrine de mon père se souleva. Pendant un moment terrifiant, je pensais qu'il allait argumenter, mais la vue des agents de sécurité, la finalité sévère dans les yeux du juge, et probablement le dernier lambeau de son instinct d'avocat, l'emportèrent. Il s'effondra sur sa chaise, les épaules affaissées. Il parut soudain vieux, dégonflé. La performance n'était pas seulement terminée. L'acteur avait été démasqué et hué hors de la scène. Le juge tourna alors son regard vers Arthur Valois, qui semblait vouloir que le sol l'engloutisse. Maître, contrôlez votre client. Ou je le ferai. Oui, monsieur le juge. Mes plus profondes excuses, marmonna Valois, n'osant croiser le regard de personne. Le juge laissa le silence s'étirer, permettant au poids du moment de s'installer sur tout le monde. Il regarda les documents devant lui, mon inventaire d'un côté, la preuve du désespoir financier de mes parents de l'autre. Il parla enfin, ses mots mesurés et clairs. Ce qui a été présenté dans cette audience aujourd'hui est l'un des contrastes les plus frappants que j'ai jamais vus dans ma salle d'audience. D'un côté, nous avons une requête alléguant une incapacité basée sur la spéculation, les préjugés et un profond manque de connaissances. De l'autre, nous avons des preuves documentées non seulement de la capacité, mais d'une perspicacité, d'une discipline et d'un succès significatif. Il regarda directement mes parents. Monsieur et Madame Laurent, vous êtes venus devant ce tribunal en me demandant de croire que vous étiez motivés par une préoccupation désintéressée. Les preuves suggèrent le contraire. Votre ignorance de la vie de votre fille est volontaire. Votre propre détresse financière fournit un mobile alternatif clair pour chercher à contrôler ses actifs. Et votre réaction ici aujourd'hui,
dit-il en jetant un coup d'œil à mon père, révèle une attitude de droit qui est entièrement en contradiction avec le rôle d'un protecteur. Ma mère se mit à pleurer pour de bon maintenant, mais ce n'étaient pas les larmes délicates et performatives d'auparavant. C'étaient des sanglots durs et silencieux qui secouaient ses épaules. C'étaient des larmes de honte, d'exposition, d'un plan complètement détruit. Le juge continua, la demande de mise sous tutelle est rejetée, sans possibilité de réintroduction. La finalité de la phrase juridique était un coup de grâce. Sans possibilité de réintroduction signifiait qu'il ne pouvait pas la déposer à nouveau pour les mêmes motifs. C'était fini. Mais il n'avait pas terminé. Il regarda Maître Lefebvre. Maître Lefebvre, vous avez soulevé de sérieuses questions sur la conduite des demandeurs. Déposer une requête frivole ou malveillante pour une mise sous tutelle est une affaire sérieuse. Cela abuse de la procédure du tribunal et peut causer un préjudice profond à la défenderesse. Il reporta son regard sur mes parents. J'ordonne une enquête formelle pour déterminer si cette requête a été déposée de mauvaise foi. Le tribunal examinera le calendrier, les allégations et les motivations qui la sous-tendent. Vous pourriez faire face à des sanctions. Vous aurez des nouvelles du tribunal à ce sujet. La tête de mon père tomba dans ses mains. Des sanctions, une enquête formelle. Sa réputation, déjà chancelante à cause du procès pour faute professionnelle, faisait maintenant face à un coup judiciaire direct. Le coup ne serait pas seulement financier. Il serait l'anéantissement professionnel. Le juge Rousseau me regarda alors. Son expression s'adoucit d'une fraction. Mademoiselle Laurent, le tribunal s'excuse pour l'épreuve que vous avez subie. Vous êtes clairement une femme d'une capacité et d'un caractère substantiel. Vous êtes libre de partir avec la confiance du tribunal que vous êtes plus que capable de gérer votre propre vie. Cette affaire est close. Il abattit son marteau une fois. Le son était définitif. L'audience était terminée. L'immédiat après-coup fut un flou de calme surréaliste. Le juge quitta son siège. Les agents de sécurité restèrent, assurant une sortie paisible. Maître Lefebvre commença calmement à ranger son porte-documents. Je suis resté assise là, mes mains toujours à plat sur la table, absorbant le silence soudain et immense. La guerre était finie. Nous avions gagné. Non, pas seulement gagné, nous avions anéanti l'opposition. À l'autre table, le chaos couvait en chuchotement. Arthur Valois sifflait à l'oreille de mon père, je t'avais dit de rester calme. À quoi pensais-tu? Mon père était silencieux, fixant le grain du bois de la table comme s'il contenait les réponses à la dérive de sa vie. Ma mère fouillait dans son sac à main, évitant tous les regards. Maître Lefebvre me toucha doucement le bras. Allons-y, Amélie. Ne les regardez pas. Ne leur parlez pas, sortez simplement. Je me suis levé. Mes jambes semblaient appartenir à quelqu'un d'autre, mais elles me soutenaient. J'ai suivi Maître Lefebvre vers la porte. En passant devant leur table, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai jeté un coup d'œil. Mon père leva les yeux. Nos regards se croisèrent. La fureur était toujours là, mais elle était maintenant mêlée à autre chose, quelque chose de pire. Une compréhension vide et défaite. Il me voyait vraiment pour la première fois, non pas comme sa fille récalcitrante, mais comme une étrangère qu'il avait complètement déjouée, une étrangère avec des ressources et une résolution qu'il n'avait jamais imaginée. Cette prise de conscience brisa quelque chose dans son regard. Ma mère me regarda. Son mascara avait coulé. Son visage était chiffonné. « Amélie, s'il te plaît, murmura-t-elle. » Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas dit un mot. Je suis sorti de la salle d'audience derrière Maître Lefebvre, à travers les lourdes portes, et dans le couloir lumineux et ordinaire du palais de justice. Le contraste était saisissant. Des gens allaient et venaient, parlant de la circulation, du déjeuner, d'autres affaires. La vie continuait. Dehors, sur les marches du palais de justice, le soleil de l'après-midi était aveuglant. J'ai pris une profonde inspiration tremblante d'air libre. C'était fini. Maître Lefebvre se tourna vers moi, un rare et sincère sourire effleurant ses lèvres. Vous avez été parfaite. Absolument parfaite. Ils n'ont jamais su ce qui les frappait. La collection, commençai-je, ma voix rauque par manque d'usage. Quand vous m'avez dit de tout faire expertiser, je ne pensais pas que ce serait la solution miracle, termina-t-elle. Amélie,
c'est votre discipline qui a construit cette collection. C'est votre œil pour la valeur qui a trouvé ces pièces. C'est votre patience qui les a acquises. Ce n'était pas de la chance. C'était une preuve. C'était la réfutation la plus élégante possible à l'ensemble de leur argumentation. Vous ne vous contentiez pas de gérer de l'argent. Vous construisiez un héritage qu'ils étaient trop aveugles pour voir. Elle me serra l'épaule. Rentrez chez vous. Reposez-vous. L'enquête sur leur conduite va se poursuivre. Mais c'est mon travail maintenant. Vous êtes libre. Vraiment libre. J'ai hoché la tête. Les mots me manquaient. La gratitude montait si fort qu'elle en était presque douloureuse. Merci, maître Lefebvre, pour tout. Vous l'avez mérité, dit-elle simplement. Puis elle est partie, marchant d'un pas décidé vers l'immeuble de verre, une guerrière revenant d'un chant victorieux. Je suis resté seul sur les marches pendant un long moment. L'adrénaline a commencé à se retirer, laissant place à une profonde et tremblante exhaustion. Mais sous l'épuisement, quelque chose de nouveau s'agitait. Ce n'était pas du bonheur, pas encore. C'était un profond sentiment sismique de paix. Le verdict était plus qu'une décision légale. C'était une validation, une déclaration criée depuis un siège d'autorité. Tu es compétente. Tu es entière. Tu es libre. La cage qu'ils avaient essayé de construire autour de moi, faite de leurs doutes, de leurs projections et de leurs besoins, n'avait pas seulement été déverrouillée. Il avait été démontré qu'elle n'avait jamais eu de porte. J'avais toujours été à l'extérieur. C'étaient eux les prisonniers, piégés à l'intérieur de leurs propres illusions en ruine. Je suis monté dans ma berline raisonnable et j'ai conduit, non pas vers mon appartement, mais vers le garage loué de l'autre côté de la ville. J'ai utilisé la clé, j'ai levé la porte. Elle était là, sous une housse souple. Ma Ford Mustang de 1965, vert forêt profond. J'ai retiré la housse et je l'ai juste regardée. Cela aussi faisait partie de moi qu'il n'avait jamais connu. Une joie secrète, un témoignage de patience et de passion. J'ai passé une main sur le pare-choc chromé impeccable. Pour la première fois depuis l'arrivée de l'enveloppe, j'ai souri. C'était un petit sourire privé, réel. Puis je suis retourné dans ma berline et je suis rentré chez moi. À ma maison. À ma vie. Les premiers jours après l'audience se sont écoulés dans un étrange calme liquide. C'était comme si un bruit assourdissant qui avait été mon bourdonnement de fond constant avait soudainement été coupé, laissant un silence si profond qu'il en était presque bruyant. Je suis retourné travailler à la Société d'Histoire. Madame Dubois m'a regardé, m'a tendu une tasse de thé terriblement fort et a dit « N'essayez même pas de me remercier. Retournez simplement cataloguer les lettres Henderson. C'est un vrai bazar. » C'était la chose la plus gentille qu'elle aurait pu faire. La normalité, l'exigence de ma compétence, était un baume. La nouvelle, bien sûr, n'est pas restée dans la salle d'audience. Le Val-Fleury est un petit monde dans une grande ville. Les chuchotements ont voyagé à travers le club de golf, le cabinet d'avocats, les cercles sociaux de mes parents. L'histoire mutait à chaque narration. Une confrontation dramatique au tribunal, une fortune cachée, un juge menaçant de sanctions. J'ai entendu des bribes par l'intermédiaire de maître Lefebvre, qui gardait un œil attentif. Le cabinet d'avocats de mon père, déjà ébranlé par le procès pour faute professionnelle, a commencé à prendre ses distances avec lui. Les révisions de partenariat ont été reportées indéfiniment. Les vautours tournaient. Je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents. Pas un appel, pas un SMS, pas une lettre. Le silence de leur part était différent maintenant. Avant, c'était une arme de désapprobation. Maintenant, c'était le silence d'une armée vaincue se retirant du champ de bataille. Ils n'avaient plus de pouvoir sur moi. Puis, une semaine après l'audience, mon frère Adrien s'est présenté à mon appartement. J'ai ouvert la porte pour le trouver là, l'air mal à l'aise d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Adrien avait toujours été l'enfant prodige, reflétant sans effort les valeurs de nos parents. Il travaillait dans la finance, vivait dans un élégant appartement en centre-ville, sortait avec des femmes dont les sourires étaient aussi polis que leur sac à main. Nous n'étions pas proches. Nous étions des satellites sur des orbites différentes, nous croisant occasionnellement avec un signe de tête. « Amélie » dit-il sans me regarder. « Je peux entrer ?» J'ai hésité, puis je me suis reculé. Il est entré,
son regard balayant mon salon, observant les bibliothèques, les œuvres d'art, la chaleur confortable et vécue de l'endroit. Il ressemblait à un touriste dans un pays étranger. « Bel endroit, dit-il. » Les mots sonnaient creux. « Que veux-tu, Adrien ?» Il m'a finalement regardé, et j'ai vu une véritable confusion. J'ai entendu ce qui s'est passé. Maman et papa, ils sont anéantis. La maison, on parle de la vendre. Les frais de justice de leur affaire, l'enquête ordonnée par le juge. C'est beaucoup. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Il s'est agité. Ils ont dit que tu avais une collection qui valait beaucoup d'argent, que tu n'en avais jamais parlé à personne. C'est exact. Pourquoi? La question lui a échappé, plaintive et presque enfantine. Pourquoi ne dirais-tu pas quelque chose comme ça à ta famille? Et voilà le cœur de leur vision du monde. La famille comme une entité monolithique ayant droit à tous les secrets, tous les actifs, toutes les vies. J'ai ressenti une soudaine et inattendue pointe de pitié pour lui. Il était un produit de la même usine, mais il n'avait jamais remis en question la chaîne de montage. Adrien, dis-je doucement. Si je leur avais dit, que penses-tu qu'il se serait passé? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. La réponse était évidente. Ils auraient pris le contrôle. Ils m'auraient dit comment la gérer, à qui la vendre, comment investir les profits. Ils l'auraient absorbé dans l'édifice en ruine de leur propre statut. Mon indépendance, ma réussite tranquille, serait devenue juste un autre actif dans leur portefeuille. Il ne s'agissait pas de le cacher à la famille, dis-je. Il s'agissait que ce soit à moi, quelque chose que j'ai construit pour moi, par moi-même. Ils ne se sont jamais intéressés à ma vie, Adrien. Pas au vrai parti. Ils ne se sont jamais intéressés qu'à la version de moi qui correspondait à leur récit. La collection ne correspondait pas, donc elle n'existait pas pour eux. Il s'est affalé sur mon canapé, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. Papa est différent. Il est en colère, mais c'est comme si tout l'air était sorti de lui. Maman ne fait que pleurer. Elle n'arrête pas de dire qu'elle ne comprend pas ce qu'elle a fait de mal. Elle ne me voyait pas, dis-je. La vérité, simple et crue. C'est ça qu'elle a fait de mal. Nous sommes restés en silence une minute. Le gouffre entre nous semblait vaste, mais pour la première fois, il n'était pas hostile. C'était juste un fait. Il voulait que je vienne te parler, a-t-il admis, sans me regarder, pour voir s'il y avait un moyen d'arranger les choses, de les aider. Bien sûr. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Même dans la défaite, ils ont envoyé leur émissaire. Il n'y a rien à arranger, Adrien, dis-je. Le tribunal l'a arrangé. Ils n'ont pas besoin de mon aide. Ils ont besoin de faire face aux conséquences de leur propre choix, tout comme moi. Il hocha lentement la tête, non pas en accord, mais en compréhension. Il commençait à voir la forme du nouveau monde, un monde où je n'étais pas une subordonnée, mais un État souverain distinct. Ils vont perdre la maison, a-t-il répété, presque pour lui-même. Je suis désolé de l'apprendre, dis-je, et je constatai avec surprise que je le pensais en partie. Je n'étais pas désolé de la perte d'un symbole, mais j'étais désolé de la douleur de la chute, même si elle était auto-créée. C'était une sorte de chagrin distant et détaché. Il se leva pour partir. À la porte, il se retourna. Cette voiture, la Mustang, c'est vraiment une 65? Un petit sourire sincère effleura mes lèvres. Oui, c'est ça. Il secoua la tête, un air perplexe, presque respectueux sur le visage. Je n'ai jamais su que tu aimais les voitures. Il y a beaucoup de choses que tu n'as jamais su, dis-je doucement. Il est parti, et je me suis retrouvé seul à nouveau avec ma victoire tranquille. Sa visite a clarifié quelque chose pour moi. La bataille était gagnée, mais les séquelles étaient un pays que je devrais naviguer seul. Ma famille, telle que je l'avais connue, avait disparu. Ce qui restait, c'étaient des individus avec lesquels je devrais apprendre de nouvelles façons d'interagir, si tant est qu'il y en ait, depuis une position de force inébranlable. Quelques jours plus tard, Maître Lefebvre a appelé. Sa voix était vive de satisfaction. L'enquête du tribunal avance vite. Le juge ne plaisante pas. Vos parents font face à des sanctions financières importantes pour le dépôt de mauvaise foi. Ça ne les ruinera pas, mais combiné à leurs autres problèmes,
ça les forcera à un changement majeur de style de vie. La maison est définitivement mise en vente. Arthur Valois fait également l'objet d'un examen disciplinaire de la part du barreau pour son rôle dans cette affaire. C'était la justice, froide et procédurale. Elle n'apportait aucun frisson, seulement un sentiment de finalité approprié. Il y a autre chose, dit Maître Lefebvre. Une journaliste du Progrès a eu vent de l'affaire. L'angle de la fortune cachée dans les archives est apparemment irrésistible. Elle veut vous parler. Normalement, je dirais non, mais cela pourrait être une chance de contrôler le récit, de raconter votre version selon vos propres termes. J'y ai réfléchi. L'idée de publicité faisait grincer mon âme recluse. Mais Maître Lefebvre avait raison. La version de mes parents de moi, la fille instable et incapable, pourrait encore persister dans les chuchotements. C'était une chance de me redéfinir publiquement, non pas comme une victime ou une avare secrète, mais comme ce que j'étais, une archiviste, une collectionneuse, une femme qui a construit une vie de sens tranquille. Je le ferai, dis-je. L'interview a été fixée pour un samedi après-midi à la Société d'Histoire. La journaliste, une femme nommée Chloé avec des yeux intelligents et une attitude non menaçante, n'a pas posé de questions directes sur l'affaire judiciaire au début. Elle m'a interrogé sur mon travail. Je lui ai montré les archives, expliqué la magie de tenir une lettre écrite il y a 200 ans. J'ai parlé de l'importance de préserver les histoires ordinaires. Son intérêt était sincère. Finalement, elle a abordé le sujet. Les documents du tribunal mentionnent une collection personnelle remarquable qui semble en contradiction avec l'image de quelqu'un qui a besoin de protection. J'ai pris une profonde inspiration. La collection n'était pas une stratégie d'investissement, dis-je. C'était un parallèle à mon travail. Il s'agissait de préserver des fragments d'histoire qui me parlaient. La valeur était un sous-produit du soin et du temps. Mes parents, ils voyaient le monde en termes de statut et de transactions. Ils ne pouvaient pas comprendre que quelque chose puisse être à la fois personnellement significatif et financièrement précieux. Ils ont supposé que si c'était précieux, cela devait être géré à leur manière, et si c'était personnel pour moi, cela devait être trivial. Chloé hocha la tête, prenant des notes. Et maintenant, quelle est la prochaine étape pour Amélie Laurent? J'ai regardé autour de l'archive tranquille, les étagères contenant des siècles de secrets et d'histoires. La même chose qu'avant, dis-je, et c'était la vérité. Mon travail, ma maison, ma vie. Peut-être avec un peu moins de bruit. L'article est paru la semaine suivante. Le titre, La fortune de l'archiviste, silence, secret et sécurité autoconstruite. Il était respectueux, nuancé. Il me peignait comme une professionnelle dévouée et une personne avisée, et présentait l'affaire judiciaire comme un affrontement brutal entre un contrôle dépassé et une autonomie moderne. C'était la dernière pièce du règlement de compte. Ma vérité faisait maintenant aussi partie du domaine public. Ce week-end-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai sorti la Mustang du garage. Je n'avais pas de destination. J'ai juste conduit. Le ronronnement profond du moteur, une preuve tangible de mes propres forces cachées. Je suis sorti de la ville pour emprunter des routes de campagne sinueuses. Le vent dans mes cheveux, le soleil sur le capot. J'étais seul, mais je n'étais pas solitaire. J'étais libre. J'avais regagné ma vie. Pas seulement au tribunal, mais dans ma propre âme. La petite fille qui se cachait dans le placard était enfin, complètement, chez elle. Gagner une guerre ne signifie pas que le sol cesse de bouger. Dans les semaines qui ont suivi, les secousses de la salle d'audience ont atteint plus loin que je ne l'aurais jamais imaginé. L'article dans le Progrès fut comme jeter une pierre dans un étang calme. Les ondulations se sont propagées, touchant des rivages dont je ne connaissais même pas l'existence. La première ondulation fut professionnelle. J'ai commencé à recevoir des emails, non pas de journalistes, mais d'universités, de petits musées, de fondations historiques. L'article avait mentionné que ma collection était axée sur l'histoire industrielle locale. Un professeur de l'université a écrit, me demandant si je serais intéressé par une collaboration sur une exposition numérique. Le directeur d'un musée du chemin de fer se demandait si j'avais du matériel lié aux premières études ferroviaires. Mon expertise discrète, autrefois connue seulement de Madame Dubois et de quelques chercheurs dévoués, était maintenant une affaire de notoriété publique et professionnelle. Je n'étais plus seulement Amélie l'archiviste. J'étais Amélie Laurent, collectionneuse et érudite reconnue.
C'était terrifiant et exaltant. J'ai dit oui à l'exposition numérique. Cela semblait être la prochaine étape naturelle dans la vie que j'avais construite. La deuxième ondulation fut personnelle et plus compliquée. Elle est venue sous la forme d'un message sur un site de réseautage professionnel d'une femme nommée Laura. « Chère mademoiselle Laurent, commençait-il. J'ai lu l'article sur vous avec un intérêt particulier. Ma tante, Éléonore Valois, a été la secrétaire d'Arthur Valois pendant 20 ans. Elle a pris sa retraite l'année dernière. Elle a des choses qu'elle pense que vous devriez savoir sur le cabinet de votre père et leurs pratiques. Elle est prête à vous parler si vous êtes prête à écouter. » Mon cœur battit un coup lent et lourd. La secrétaire d'Arthur Valois. C'était une ondulation venue des profondeurs du camp ennemi. J'en ai discuté avec Maître Lefebvre. Ses yeux s'illuminèrent d'un intérêt féroce et prédateur. Cela pourrait être crucial pour l'enquête du tribunal sur leur conduite, et cela pourrait nous donner une image plus claire de leur état d'esprit lorsqu'ils ont déposé la requête. Procédez, mais soyez prudente. Rencontrez-vous dans un lieu public. Je peux avoir quelqu'un à proximité si vous n'êtes pas à l'aise. J'ai rencontré Laura et sa tante Éléonore dans un salon de thé tranquille d'un quartier neutre. Éléonore avait la fin de la soixantaine, des yeux vifs et gentils et un air pragmatique. Elle n'a pas perdu de temps. J'ai travaillé pour Arthur Valois depuis qu'il était associé junior, dit-elle, sa voix basse mais claire. Je l'ai bien aimé pendant longtemps. Mais ces dernières années, le cabinet a changé. La pression était immense. Le cabinet de votre père était agressif. Quand ce procès pour faute professionnelle a été intenté, la panique était palpable. Arthur était désespéré de maintenir son plus vieil ami et partenaire à flot. Elle prit une gorgée de thé. Environ 2 mois avant qu'il ne dépose la requête contre vous, j'ai apporté des papiers dans le bureau d'Arthur. Lui et votre père parlaient. La porte était entr'ouverte. J'ai entendu votre père dire, il doit y avoir quelque chose que nous pouvons utiliser. Elle a toujours été le maillon faible émotionnellement. On peut présenter ça comme de l'inquiétude. Arthur a dit, c'est risqué, Robert. Si elle se bat. Votre père l'a interrompu. Elle ne se battra pas. Elle ne se bat jamais. Elle cédera. Et une fois que nous aurons la tutelle, nous pourrons liquider discrètement. Ce sera assez pour régler le procès et tout refinancer. Nous avons juste besoin que le tribunal la voie à notre façon. Les mots flottaient dans l'air parfumé du salon de thé, laids et précis. C'était la confirmation dont je ne savais pas que j'avais besoin. Il ne s'agissait pas seulement de cupidité ou de contrôle au sens vague. C'était un plan spécifique et calculé pour m'utiliser comme une issue de secours financière. Ma prétendue faiblesse était la pierre angulaire de leur stratégie. Éléonore me regarda avec une profonde sympathie. Je suis désolé, ma chère. Quand j'ai lu cet article et vu à quel point il se trompait sur vous, je ne pouvais plus rester silencieuse. J'ai déjà fait une déclaration à l'enquêteur du barreau, mais je voulais que vous l'entendiez de ma bouche. Vous n'étiez pas juste une fille qu'il ne comprenait pas. Vous étiez une cible. Je l'ai remercié, la gorge serrée. Ces mots étaient un cadeau, une sorte de clôture brutale. Le mystère du pourquoi maintenant était résolu. C'était le procès pour faute professionnelle, le compte à rebours. J'étais le fonds d'urgence auquel il pensait pouvoir accéder avec un marteau légal. La troisième ondulation fut la plus surprenante. Elle est venue de mon frère Adrien, à nouveau. Cette fois, il n'est pas venu à mon appartement. Il a appelé. Amélie, dit-il, la voix tendue. J'ai fait quelques recherches sur mes propres finances, les trucs de famille. Papa m'a fait co-signer des choses. Des prêts. Je n'ai jamais vraiment regardé les détails. J'ai juste signé là où il m'a dit. Il laissa échapper un souffle tremblant. J'ai des problèmes. Pas comme eux, mais c'est le bazar. Et je réalise que je n'ai aucune idée de comment gérer ça. Je n'ai jamais eu à le faire. L'enfant prodige découvrait que sa dorure s'écaillait, révélant un plâtre fragile en dessous. Il faisait face aux conséquences de sa propre passivité. Je n'attends rien de toi, s'empressa-t-il de dire. Pas d'argent, rien. Mais comment as-tu appris à faire tout ça, à tout gérer seul? La question était si sincère, si dépouillée de son arrogance habituelle, qu'elle m'a désarmé. Il ne demandait pas un sauvetage. Il demandait une carte.
Pour la première fois de notre vie, il me voyait non pas comme une rivale ou une déception, mais comme quelqu'un qui savait quelque chose qu'il ignorait. Ça commence par regarder les chiffres, Adrien, dis-je, mon ton plus doux que je ne l'avais jamais utilisé avec lui. Tous, même les plus effrayants. Tu prends un carnet et tu écris tout. Chaque dette, chaque actif, chaque coût mensuel. Tu arrêtes de signer des choses que tu ne comprends pas et tu fais un plan, une étape à la fois. Ce n'est pas de la magie. C'est juste de l'attention. Nous avons parlé pendant 1 heure. Je lui ai donné les noms de quelques conseillers financiers indépendants et réputés. Je lui ai parlé d'outils de budgétisation. Je n'ai pas résolu ses problèmes, mais je lui ai donné les premiers outils pour commencer à les résoudre lui-même. À la fin de l'appel, il resta silencieux un moment. « Merci, Amélie, dit-il, et ça sonnait vrai. Je suis désolé pour tout. Ce n'était pas une réconciliation spectaculaire. C'était un pont fragile et hésitant jeté à travers le gouffre. Il pourrait ne pas tenir, mais il existait. L'ondulation finale fut interne, et la plus profonde de toutes. Avec les batailles externes qui s'estompaient, je devais faire face au calme entre mes propres murs. L'adrénaline du combat avait masqué un profond puits de chagrin. Pas pour les parents que j'avais, mais pour les parents que je n'avais jamais eus. Ceux qui auraient été fiers de ma collection, qui m'auraient aidé à restaurer la Mustang, qui auraient vu ma vie tranquille comme un triomphe, pas un échec. Cette perte, la perte d'un rêve que j'avais secrètement porté depuis l'enfance, m'a finalement frappé. Je l'ai laissé venir. Je me suis assise dans mon appartement tranquille et j'ai pleuré, non pas pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils ne pourraient jamais être. Et dans ces pleurs, j'ai trouvé une étrange sorte de purification. Je pleurais un fantôme, et une fois pleuré, il a perdu son pouvoir de me hanter. L'espace qu'il laissait derrière lui n'était pas vide. Il était juste libre. Libre d'être rempli de mes propres choix, de mes propres relations, de ma propre définition de la famille. Un soir, Madame Dubois m'a invité à dîner. Pas en tant que patronne, mais en tant qu'amie. Sa maison était encombrée et chaleureuse, remplie de chats, de livres et de l'odeur de poulet rôti. Nous avons mangé et parlé de travail, d'histoire, de rien d'important. Au moment de partir, elle m'a serré dans ses bras, une étreinte rapide et féroce. « Tu as bien fait, ma petite » a-t-elle marmonné dans mon épaule. « Maintenant, va vivre ta vie. Et pour l'amour du ciel, amène cette Mustang un de ces jours. Je veux faire un tour. » Je suis rentré chez moi cette nuit-là, les lumières de la ville scintillant autour de moi, et j'ai réalisé que les ondulations n'étaient pas seulement des perturbations. C'était le monde qui se réorganisait autour du nouveau fait solide de mon existence. Je n'étais plus la fille invisible, la victime silencieuse. J'étais une personne avec une réputation, un statut professionnel, une histoire familiale compliquée et une paix durement gagnée. Les ondulations continueraient de venir, mais maintenant, j'étais la pierre au centre. J'étais stable. J'étais là, et je commençais à peine à comprendre ce que cela signifiait. La paix, ai-je découvert, n'était pas un état passif. C'était quelque chose que l'on construisait, comme une maison. Avec les décombres des anciennes batailles déblayées, j'avais enfin l'espace et le calme pour poser de nouvelles fondations. Non pas pour la défense, mais pour une vie qui était vraiment la mienne. La première brique fut ma maison. Pendant 5 ans, mon appartement avait été un sanctuaire, mais il portait aussi les marques subtiles d'une forteresse, un lieu où se retirer du monde. J'ai décidé de changer cela. Rien de drastique. Je ne l'ai pas vendu pour déménager. Au lieu de cela, je l'ai rendu plus mien. J'ai finalement accroché la grande carte antique encadrée de la ville que j'avais achetée des années auparavant et que je n'avais jamais osé mettre en place, la trouvant trop audacieuse. J'ai acheté un nouveau fauteuil profondément confortable juste pour lire, pas pour m'inquiéter. J'ai commencé un petit jardin d'herbes aromatiques sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. C'était de petits actes, mais chacun ressemblait à une déclaration, je reste. Je m'épanouis ici. La deuxième brique fut mon travail, qui commença à évoluer de manière passionnante. La collaboration avec l'université sur l'exposition numérique, intitulée Voix de la Forge, les histoires humaines de la croissance industrielle, a donné à mes compétences d'archiviste une nouvelle toile. Je ne me contentais pas de préserver des documents. Je créais une narration, tissant ensemble des lettres d'ouvriers d'usine, des schémas d'ingénieurs et des coupures de presse pour raconter une histoire plus grande que n'importe quelle pièce unique.
Le professeur, le docteur Morin, me traitait comme une égale. Votre œil pour le tissu conjonctif est exceptionnel, Amélie, a-t-il dit lors d'une de nos sessions de planification. C'était un autre type de validation, pure et professionnelle, et elle signifiait plus que n'importe quel éloge familial forcé n'aurait jamais pu. La troisième brique, et la plus inattendue, fut la communauté. L'article et la notoriété de l'affaire judiciaire ont eu un effet étrange. Les gens à la Société d'Histoire, des bénévoles avec qui j'avais travaillé pendant des années, ont commencé à me parler différemment, non pas avec pitié ou commérage, mais avec un nouveau respect. Quelques-uns m'ont même confié leur propre lutte familiale. Je suis devenu, d'une petite manière, une personne que les autres considéraient comme forte. C'était un rôle que je n'avais jamais imaginé pour moi-même, mais j'ai découvert que je ne m'en dérobais pas. J'écoutais. Je n'avais pas toujours de réponse, mais je pouvais offrir une oreille calme et compréhensive. En donnant cela, j'ai découvert que je me sentais moins seul. Puis il y avait Adrien. Notre pont a tenu. Il a suivi mon conseil, a engagé l'un des conseillers financiers que j'avais recommandé, et a commencé le lent et douloureux processus de se démêler du navire en perdition de mes parents. Il m'appelait toutes les quelques semaines, non pas pour demander quoi que ce soit, mais pour faire un rapport sur ses progrès. J'ai vendu l'appartement, a-t-il dit un soir, l'air épuisé mais lucide. C'était trop. Je loue un endroit plus petit en centre-ville, plus près du travail. C'est bien, simple. Il n'y avait aucun apitoiement dans sa voix, juste une acceptation lasse. Il apprenait la résilience, et cela le rendait humble d'une manière qui le rendait presque sympathique. Il n'a jamais posé de questions directes sur nos parents et je n'ai jamais abordé le sujet. Mais un jour, il a dit, « Maman a appelé. Elle a demandé si je t'avais parlé. » Je lui ai dit oui. Elle a juste dit oh. Et puis elle a changé de sujet. L'information était neutre, mais elle racontait une histoire. Le sujet de moi était maintenant une porte fermée dans leur monde. C'était une porte qu'ils avaient verrouillée, mais c'est moi qui avais jeté la clé. Le travail de Maître Lefebvre a atteint sa propre conclusion. L'enquête du tribunal a conclu que la requête avait bien été déposée de mauvaise foi. Mes parents ont été condamnés à payer une part importante de mes frais de justice et une amende distincte au tribunal. Ce n'était pas ruineux, mais c'était une autre pierre lourde sur la balance qui penchait contre eux. L'examen disciplinaire d'Arthur Valois était toujours en cours, mais Maître Lefebvre m'a dit que sa réputation était en lambeaux. Le milieu juridique, semblait-il, avait peu de tolérance pour l'un des leurs qui tentait d'instrumentaliser les tribunaux contre un membre de sa famille. La justice, à sa manière sèche et bureaucratique, était rendue. Avec la tempête juridique et financière qui se calmait, j'ai tourné mon attention vers la seule partie de ma vie qui me semblait inachevée, ma collection. Elle avait été mon secret, puis mon bouclier, puis ma révélation. Maintenant, je devais décider ce qu'elle allait devenir. Un trésor, un investissement, ou autre chose. J'ai invité le docteur Morin et une conservatrice du musée d'histoire régionale à mon appartement. C'était vulnérable d'ouvrir cette partie la plus privée de mon monde à un examen professionnel. Nous avons passé un après-midi à parcourir les boîtes soigneusement stockées et les vitrines climatisées. La conservatrice, une femme nommée Marie aux mains douces, a manipulé un carnet de compagnons relié en cuir de 1880 avec quelque chose qui ressemblait à de la révérence. « C'est extraordinaire », murmura-t-elle. Le niveau de détail quotidien, c'est un document social inestimable. À la fin de la visite, ils ont fait une proposition, non pas acheter la collection, mais héberger une partie importante en prêt à long terme au musée, comme pièce maîtresse d'une nouvelle exposition permanente sur l'industrie de la région. Je conserverai la propriété, mais elle serait préservée dans des conditions idéales, étudiée par des universitaires et vue par le public. Les pièces plus personnelles, les journaux intimes qui me semblaient être des amis, je pouvais les garder. C'était la solution parfaite. Ma collection cesserait d'être une fortune secrète et commencerait à être un héritage partagé. Elle remplirait son but, raconter des histoires à une échelle plus grande que je n'aurais jamais pu le faire seul. J'ai dit oui. Le jour où les déménageurs sont venus emballer soigneusement les pièces sélectionnées fut doux amer. J'ai regardé les boîtes que j'avais rapportées moi-même à la maison avec une telle excitation privée être transportées vers une camionnette spécialisée. Mais la tristesse était propre, comme la douleur après un bon travail. Je ne perdais pas quelque chose. Je lui donnais une nouvelle vie, plus grande. Ce soir-là, mon appartement semblait différent, plus léger.
Les fantômes du secret avaient disparu. L'espace qui restait n'était rempli que de mon présent. Je me suis préparé un dîner simple et les mangeai à ma table de cuisine, en regardant les lumières de la ville. Le silence n'était plus le silence de la dissimulation. C'était le silence du contentement. Quelques jours plus tard, j'ai fait quelque chose que j'avais remis à plus tard. J'ai conduit la Mustang jusqu'à la maison de Madame Dubois. Elle attendait sur son porche, un grand sourire aux lèvres. Il était temps, a-t-elle crié. Je l'ai emmenée faire un tour le long des quais du Rhône, le moteur un ronronnement satisfait. Elle a poussé des cris de joie alors que nous accélérions sur une ligne droite. Tu sais, Amélie, a-t-elle crié par-dessus le vent. J'ai toujours su que tu avais un peu de feu en toi. Je suis contente que le reste du monde puisse enfin le voir. J'ai ri, un son réel, libre, perdu dans le souffle de l'air. Elle avait raison. Le feu avait toujours été là. Couvé et prudent, me réchauffant pendant les années froides. Maintenant, il était à découvert, non pas comme un incendie destructeur, mais comme une flamme stable et nourricière. Les nouvelles fondations étaient posées. Elles étaient construites sur la vérité, sur la compétence, sur des liens choisis. Elles étaient assez solides pour supporter tout ce qui viendrait ensuite. Pour la première fois de ma vie, je ne regardais pas par-dessus mon épaule ce qui me poursuivait, ni devant moi ce à quoi je devais échapper. J'étais juste là, dans le présent solide et ensoleillé, en train de construire une vie. Et c'était plus que suffisant. Une fondation, aussi solide soit-elle, peut toujours être mise à l'épreuve. L'épreuve est venue un jeudi soir pluvieux, environ 3 mois après que le musée eut pris la majeure partie de ma collection. La tempête s'était installée en une bruine grise et régulière, et j'étais blotti dans mon fauteuil, un livre sur les genoux, une tasse de thé fumante sur la table d'appoint. Le monde extérieur à mes fenêtres était un flou de chaussées mouillées et de lampadaires chatoyants. C'était le genre de nuit qui vous rendait reconnaissant d'avoir des murs et un toit. La sonnerie de l'interphone de l'immeuble a retenti, aiguë et intrusive dans le calme. J'ai froncé les sourcils. Je n'attendais personne. Madame Dubois aurait appelé. Adrien aurait envoyé un SMS. J'ai posé mon livre et me suis dirigé vers l'interphone. Oui. Pas de réponse au début, juste le son creux de la pluie. Puis une voix, tendue et vaguement familière. Amélie. C'est ta mère. Les mots n'ont pas fait sens pendant une seconde. Ma mère, ici, à mon immeuble, sous la pluie. Un engourdissement froid s'est propagé de ma poitrine vers l'extérieur. Je suis resté figé, mon doigt planant au-dessus du bouton de parole. S'il te plaît. Sa voix est revenue, minuscule à travers le haut-parleur. Elle semblait faible, délavée. J'ai besoin de te parler. 5 minutes. Chaque instinct que maître Lefebvre m'avait inculqué criait de dire non, de lui dire de partir, de la diriger vers mon avocat. C'était une limite, la plus importante. Mais une autre partie de moi, celle qui venait de finir de construire une nouvelle fondation de ma propre force, ressentait une curiosité morbide. Que pouvait-elle bien vouloir maintenant? Les voies légales étaient fermées. L'argent était hors de leur portée. Quelle performance restait-il? 5 minutes, dis-je dans l'interphone, ma voix plate. Je l'ai fait entrer. J'ai déverrouillé la porte de mon appartement, mais je l'ai laissée fermée. J'avais besoin de la barrière. J'ai écouté les pas lents et hésitants monter les escaliers. Elle n'avait pas pris l'ascenseur. Puis un léger coup. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai tourné la poignée et j'ai ouvert la porte. La femme sur mon seuil était un fantôme de Diane Laurent. Elle était trempée, son trench coat crème assombri par la pluie, ses cheveux plaqués sur son crâne. Elle ne portait pas de maquillage, et sans lui, elle avait l'air d'avoir 10 ans de plus, les rides de son visage gravées par quelque chose de plus profond que le temps. Elle serrait un petit sac à main mouillé. Elle n'a pas essayé d'entrer, elle est juste restée là, frissonnant légèrement, ses yeux immenses et perdus. « Vous êtes mouillé ?» dis-je, énonçant l'évidence parce que je ne pouvais penser à rien d'autre. « J'ai marché depuis l'arrêt de bus, dit-elle, comme si cela expliquait tout. Peut-être que c'était le cas. La Diane Laurent que je connaissais ne prenait pas de bus. Je me suis reculé. Entrez. Vous goutte partout dans le couloir. Elle est entrée lentement, ses yeux balayant mon appartement avec une faim qui n'avait rien à voir avec les possessions.
Elle cherchait quelque chose, des indices, un point d'ancrage. Elle a vu la carte antique, le nouveau fauteuil, le jardin d'herbe. Son regard s'est attardé sur les espaces vides de mes étagères où se trouvait autrefois la collection. Elle n'a rien dit. « Asseyez-vous » dis-je en désignant la table de la cuisine. Je n'ai pas offert le salon. Cela semblait trop intime. J'ai attrapé une serviette propre dans le placard à linge et la lui ai tendue. Elle l'a prise, tamponnant ses cheveux machinalement. Je suis resté debout, appuyé contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés. La distance entre nous n'était que de quelques mètres, mais elle semblait continentale. Le silence s'est étiré, rempli seulement par le tambourinement de la pluie. Finalement, elle a parlé, sans me regarder. Sa voix un murmure rauque. Nous avons vendu la maison hier. Les déménageurs viennent la semaine prochaine. Nous louons un appartement à Villefranche. Villefranche était une banlieue décente et sans histoire, bien loin du Val Fleuri. J'ai hoché la tête. J'ai entendu. Elle a tressailli, comme si ma simple connaissance était une accusation. Ton père. Il l'a très mal pris. Il ne quitte pas le bureau. Il reste juste assis avec les stores fermés. Elle a levé les yeux alors, ses yeux nageant dans une confusion si profonde qu'elle était presque enfantine. Amélie. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tout a-t-il pu si mal tourner? La question était si stupéfiante dans son manque de conscience de soi que j'ai failli rire. Au lieu de cela, une clarté froide et limpide s'est installée en moi. Elle ne savait vraiment pas. Dans son récit, ils étaient les victimes d'un monde qui s'était inexplicablement retourné contre eux, d'une fille qui avait... Quoi? Devenue trop compétente, existait avec trop de succès selon ses propres termes. Vous êtes venu ici pour me demander ça, dis-je, ma voix calme. Vous avez essayé de faire déclarer par un tribunal que j'étais mentalement incompétente pour pouvoir vendre tout ce que je possède afin de payer vos dettes. Le tribunal a vu clair dans votre jeu. Voilà ce qui s'est passé. Elle a secoué la tête, non pas en déni, mais en perplexité. Nous essayons de t'aider, de te protéger. Tu as toujours eu besoin de conseils. J'avais besoin de parents, dis-je doucement. Pas de guide, pas de manager. Des parents qui me voyaient. Vous ne l'avez jamais fait. Vous avez vu un reflet. Et quand j'ai arrêté de refléter ce que vous vouliez, vous avez essayé d'effacer le miroir. Une larme s'est échappée, traçant un chemin net à travers l'eau de pluie sur sa joue. Nous t'aimions. Vraiment? La question flottait dans l'air. Je ne l'ai pas posée avec colère, mais avec une curiosité finale et sincère. Où aimiez-vous l'idée d'une fille que vous pouviez façonner? Parce que la femme que je suis, celle qui a construit cette vie, vous ne l'avez jamais aimée. Vous ne l'avez même jamais rencontrée. Elle n'avait pas de réponse. Elle fixait juste ses mains qui tordaient la serviette humide. La performance était complètement absente. C'était l'épave brute et non scénarisée en dessous. C'était presque plus dérangeant que ces larmes parfaites au tribunal. Pourquoi es-tu ici, maman? J'ai utilisé le mot délibérément, pour voir s'il convenait encore. C'était comme une étiquette pour une étrangère. Elle prit une inspiration tremblante. Je voulais voir où tu vivais. Je voulais comprendre. Et je voulais te donner ça. Elle a fouillé dans son sac à main mouillée et en a sorti une petite boîte à bijoux en velours. Elle était vieille, usée sur les bords. Elle l'a poussée sur la table vers moi. C'était à ma mère. Ta grand-mère. Elle me l'a laissée. J'allais te la donner un jour. Je pense que ce jour est arrivé. Je ne l'ai pas touchée. Je ne veux pas de tes bijoux. Ce n'est pas une excuse, dit-elle rapidement, comme si elle lisait dans mes pensées. Je sais que ça ne peut pas l'être. C'est juste. Sa place est avec toi. Pas dans un garde-meuble. Elle t'aurait aimé, tu sais. Grand-mère Rose. Elle était silencieuse, elle aussi. Elle aimait les vieilles choses. Un faible fantôme de sourire effleura ses lèvres et disparut. Elle pensait que j'étais trop bruyante, trop préoccupée par ce que les gens pensaient. L'ironie était si épaisse qu'elle en était suffocante. J'ai finalement tendu la main et pris la boîte. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, sur un lit de soie délavé, se trouvait un simple pendentif, une feuille de chêne en argent, délicatement gravée.
C'était beau dans sa simplicité. Ce n'était rien que ma mère n'aurait jamais porté. Merci, dis-je, parce que c'était la seule chose polie à dire. J'ai refermé la boîte et l'ai reposée. Elle était entre nous, un pont minuscule et inadéquat sur un gouffre impossible. Elle se leva, ces 5 minutes étant manifestement écoulées. Elle avait l'air encore plus petite, debout là, dégoulinante dans ma cuisine. « Je vais y aller, dit-elle. Elle fit un pas vers la porte, puis s'arrêta. « Adrien dit que tu vas bien, que tu es heureuse. » Je le suis. Elle hocha la tête, absorbant cela comme un fait d'un reportage étranger. Bien. C'est bien. Elle attrapa la poignée de la porte, puis se retourna une dernière fois. Ses yeux rencontrèrent les miens, et pendant une seconde fugace, je ne vis pas ma mère, mais une femme fixant une porte verrouillée dont elle avait jeté la clé. « Je suis désolée, Amélie, murmura-t-elle. Et pour la première fois, cela ne sonnait pas comme une réplique. Cela sonnait comme une confession sans espoir d'absolution. Puis elle est partie, ses pas s'éloignant doucement dans les escaliers. Je suis resté dans le silence soudain de mon appartement, la pluie étant maintenant le seul son. J'ai regardé la petite boîte en velours sur ma table. Je ne l'ai pas rouverte. Je l'ai prise et je l'ai mise dans un tiroir de ma chambre, hors de vue. Ce n'était pas un trésor ou un gage. C'était un artefact, un morceau d'une histoire qui n'était plus à moi de porter. L'invité non désiré était venu et reparti. Elle n'avait apporté ni drame, ni nouvelles exigences, seulement une tristesse profonde et troublante. Mais elle n'avait pas fissuré mes fondations. Au contraire, sa visite m'avait montré leur force. J'avais fait face aux fantômes de ce qui fut, écouté sa confusion, et n'avais ressenti qu'une pitié lointaine. Le passé n'avait plus de pouvoir ici. Je suis retourné à mon fauteuil, j'ai repris mon livre et j'ai bu une gorgée de thé maintenant tiède. L'histoire sur les pages était bien plus réelle pour moi maintenant que celle qui venait de sortir de ma porte. J'étais chez moi, et j'étais enfin en paix. Le printemps est arrivé, non pas avec une fanfare spectaculaire, mais avec une douce insistance. Les pluies grises ont cédé la place à une douce lumière verte et ensoleillée qui se déversait à travers mes fenêtres et faisait briller les herbes sur mon rebord. La ville a secoué son manteau d'hiver, et la vie a trouvé un nouveau rythme tranquille. Mon rythme? L'exposition du musée, Voix de la Forge, a ouvert ses portes à une petite foule d'universitaires, de passionnés d'histoire et de citoyens curieux. Je me tenais au fond de la galerie, invisible, regardant les gens scruter les vitrines qui contenaient des morceaux de mon cœur. J'ai vu une jeune étudiante se pencher, traçant du regard les lignes de l'écriture au crayon d'un ouvrier d'usine. J'ai entendu un homme plus âgé montrer un schéma à son petit-fils. Tu vois, c'est comme ça qu'ils ont construit le pont que nous avons traversé. Ma collection, ma passion secrète, était maintenant une conversation publique. Elle donnait du contexte, suscitait des liens. C'était sa vraie valeur, bien au-delà de toute expertise. Le docteur Morin m'a trouvé et m'a serré le bras. « C'est vous qui avez fait ça ?» a-t-il dit. J'ai secoué la tête. C'est nous, et je le pensais. Le travail à la Société d'Histoire a pris une nouvelle profondeur. Je ne me contentais pas de préserver le passé. J'avais l'impression de participer activement à une lignée de gardiens. Madame Dubois a annoncé sa retraite. À sa fête, dans une salle remplie de gâteaux et de collègues, elle m'a prise à part. « Vous êtes prête ?» a-t-elle dit, la voix bourrue. Je vous ai recommandé comme ma successeur. Le conseil d'administration est d'accord. Ce n'est pas un titre. C'est une responsabilité. Cet endroit, ces histoires, ce sera à vous de veiller sur eux. L'offre n'était pas une surprise, mais son poids était profond. Ce n'était pas une promotion qu'il me donnait. C'était une confiance sacrée. J'ai accepté. Adrien et moi nous retrouvions pour un café une fois par mois. Nos conversations étaient encore un peu guindées, naviguant sur le territoire inconnu d'une relation fraternelle construite sur autre chose que la comparaison parentale. Il parlait de budget, d'une femme qu'il fréquentait qui ne ressemblait en rien aux autres, de l'étrange soulagement de vivre selon ses moyens. Il ne mentionnait jamais nos parents et je ne demandais jamais. Nous construisions quelque chose de nouveau, pièce par pièce fragile. Les sanctions légales contre mes parents ont été finalisées. Le coût financier, combiné à la vente de leur maison, a forcé le changement majeur de style de vie que Maître Lefebvre avait prédit.
J'ai entendu par des canaux lointains que mon père avait pris une retraite anticipée du cabinet. Le procès pour faute professionnelle a été réglé discrètement, drainant ce qui restait de leurs ressources. Ils étaient des fantômes dans un nouvel appartement à Villefranche, menant une vie d'obscurité tranquille. Le monde sur lequel ils avaient bâti leur identité s'était évaporé. Je n'ai ressenti aucun triomphe à cela, seulement une reconnaissance solennelle de la cause et de l'effet. Ils avaient choisi un chemin de contrôle et d'image, et quand l'image s'est brisée, il ne restait plus rien de solide en dessous. Un samedi, j'ai pris la Mustang pour une longue promenade, les fenêtres baissées, l'odeur de la terre en fleurs se précipitant à l'intérieur. J'ai conduit sans destination, suivant simplement la sensation de la route. J'ai fini à un point de vue sur la vallée du Rhône. J'ai coupé le moteur et je suis resté assise, écoutant les oiseaux et le bourdonnement lointain de la ville. J'ai pensé au long chemin sinueux de la fille se cachant dans le placard à la femme assise ici dans une voiture qu'elle avait restaurée, surplombant un panorama de son propre choix. La mesure d'une vie ne réside pas dans les batailles que l'on gagne, mais dans la paix que l'on construit après que le bruit se soit estompé. Elle ne réside pas dans la fortune que l'on amasse, mais dans le sens que l'on en crée. Elle ne réside pas dans la famille dans laquelle on est né, mais dans les liens que l'on choisit de nourrir, et ceux que l'on choisit de libérer avec grâce. Ma vie se mesurait dans l'ordre tranquille de mes archives, dans le ronronnement du moteur de ma voiture, dans le silence pensif d'un café avec mon frère. Elle se mesurait dans le courage qu'il a fallu pour dire non à une vie qui n'était pas la mienne. Et dans le courage encore plus grand qu'il a fallu pour dire oui à la construction d'une qui l'était. Elle se mesurait dans la force de faire face à une salle d'audience. Et dans la force encore plus grande de faire face à un appartement vide par la suite et de ne pas se sentir seul. J'étais entré dans cette salle d'audience craignant de devoir prouver que je n'étais pas la créature fragile qu'il prétendait. J'en suis sorti en ayant prouvé que j'étais quelque chose de bien plus puissant, une personne entière. La liste de l'huissier n'était pas seulement un inventaire d'actifs. C'était un inventaire de ma résilience, de ma patience, de ma joie secrète. Chaque article était un silencieux « je peux ». Et quand le juge a abattu son marteau, ce n'était pas seulement une affaire qui se clôturait. C'était une porte qui s'ouvrait sur le reste de ma vie. Si vous regardez cette vidéo, peut-être avez-vous eu votre propre version de cette salle d'audience. Peut-être que ce n'était pas un juge et un huissier, mais un dîner de famille, une relation, un lieu de travail où les gens ont essayé de vous dire qui vous étiez, ce que vous valiez, ce que vous ne pouviez pas gérer. Peut-être ont-ils utilisé des mots comme inquiétude ou pragmatisme ou pour ton propre bien pour construire des murs autour de vous. Mon histoire n'est qu'un rappel. Vous êtes le seul expert de votre propre vie. Votre valeur n'est pas déterminée par les gens qui vous sous-estiment. Votre force n'est pas définie par les batailles qu'ils vous forcent à mener, mais par la paix que vous construisez lorsque vous gagnez votre liberté. Parfois, partir est le premier pas. Parfois, tenir bon est le seul pas. Et parfois, la plus douce des revanches n'est pas du tout la vengeance. C'est une vie bien vécue, tranquillement, selon vos propres termes inébranlables.